Voilà, voilà, voilà. Meilleur générique du média. Il est chouette, je suis vraiment content. Bravo. Franchement, je suis jaloux. Tu veux des ailes aussi, c'est ça? Des petites étoiles. Eh bien, il faut parler d'Europe. Alors ce soir, c'est vrai, on va parler d'Europe. Ça va être un peu l'instant compta, hein, puisqu'on va parler du budget. Mais c'est important, le budget. Il était présenté aujourd'hui pour la période de 2021 à 2027. Alors, il s'agit plus exactement du cadre financier pluriannuel. C'est un nouveau budget qui devra trouver l'équilibre sans la contribution de la Grande-Bretagne, qui représente un manque à gagner de plus de 14 milliards par an quand même. Le budget mis sur la table est donc de 1279 milliards d'euros pour la période concernée. Une augmentation par rapport au budget 2014-2020 qui était de 1087 milliards d'euros. Royaume-Uni inclus à l'époque. Alors, d'où vient l'argent ? Le budget européen, il est financé par différents types de ressources vu qu'il n'existe pas d'impôt européen en tant que tel. La première ressource, c'est le revenu national brut qui alimente les 2/3 du budget. Chaque État membre verse une contribution calculée en fonction de son poids économique. La France en est le deuxième contributeur. Après l'Allemagne, c'est 20,5 milliards d'euros qui ont été donnés en 2017, soit 17% des recettes totales. La contribution nationale de chaque pays a été revue en hausse de 1% lors du dernier exercice à 1,1%. Les ressources propres traditionnelles ensuite, qui constituent environ 15,8% des recettes totales, elles se composent principalement des droits de douane. La TVA qui contribue à 11,9% des recettes. Il s'agit d'un taux uniforme pour tous les États membres, sauf à Malte qui joue à l'évasion à la TVA. Ouais, on va parler évasion, optimisation, mais quand on achète un yacht à Malte, on peut bénéficier d'un taux de TVA à 7% environ. La Grèce et Chypre font également la même chose. Il y a des... d'acheter un yacht à Malte? Toujours, avec Xavier Niel, Bernard Arnault, on est nombreux à acheter nos yachts. Ben non, on peut, avec les sociaux d'ailleurs, si vous souhaitez acheter un yacht à Malte, on peut s'arranger. Les autres sources sont les taxes versées par le personnel de l'Union européenne sur leur rémunération. Et oui, ils payent des impôts, ne vous en déplaise, c'est vrai. Et oui, il y a même eu une taxe qui a été mise suite à la crise financière, une taxe d'aide notamment, et les salaires ont été gelés quand même sur la période précédente. Donc, il y a ensuite les contributions de pays tiers à certains programmes européens qui vont payer pour joindre les programmes européens et les amendes aux entreprises qui ne respectent pas les règles de concurrence, comme les GAFA en l'occurrence. Et là, il y a beaucoup de fric à se faire, on va dire. L'idée de ce nouveau budget est d'augmenter les ressources propres, en réorientant notamment la taxe carbone vers le budget de l'Union européenne plutôt que celui des États membres, comme c'est le cas à l'heure actuelle, en proposant aussi une taxe sur le plastique non recyclé et une nouvelle assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés à 3%. Alors ça voudrait dire que là, on taxerait tous les bénéfices des entreprises et on essaierait de voir un peu où elles font leurs bénéfices en Europe à 3%. Il y a beaucoup de textes qui doivent être discutés. Aujourd'hui, on en est loin. Alors, là, c'est pour les recettes. Vous allez me dire, où va l'argent? Eh oui, alors les dépenses, où va l'argent? Eh bien, l'essentiel des dépenses européennes est consacré à la politique agricole commune, la PAC, et à la politique de cohésion régionale. Ces deux lignes budgétaires représentent 70% du budget européen. Et toutes deux sont revues à la baisse dans la proposition actuelle. Moins de 5% pour la politique agricole commune et moins de 7% pour la cohésion. La France a déjà fait savoir aujourd'hui, par le biais de son ministre de l'Agriculture, que cette réduction de la politique agricole commune est inacceptable et inenvisageable. Les autres postes importants sont le financement de la recherche et de l'innovation, la politique d'élargissement qui continue, le soutien au transport, l'aide au développement, l'éducation et la culture avec Erasmus, dont le budget est multiplié par 2, alors que certains s'attendaient à une multiplication par 10, enfin, ou appelaient de leur vœu. C'est crédible, une multiplication par 10. Ça paraît beaucoup peut-être progressivement, mais c'est le programme phare de l'Union européenne. Alors certains voulaient qu'il soit vraiment mis sur le tapis en disant il faut que les jeunes Européens voyagent et se connaissent davantage. Il y a eu des discussions pour le réduire en plus, il n'y a pas longtemps. Oui, tout ça revient. Mais il y a aussi un Erasmus+, sur ce qui est les apprentis en Europe. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine-là. Donc c'est bien au moins que le budget soit multiplié par 2. On ne va pas cracher dans la soupe. C'est déjà ça de prix. Et surtout, la politique migratoire et la défense. Pour la politique migratoire, Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières, il est prévu de passer de 1500 à 10 000 gardes-frontières. Et la grande nouveauté, c'est la défense. Jusque-là, c'était une compétence des États membres et la défense est un poste budgétaire nouveau dans le budget européen. La dotation du Fonds européen de défense était de 590 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Rien du tout. Et là, il s'agit de 20 milliards, dont une dotation de 7 milliards pour l'industrie de la défense, déjà largement subventionnée dans les États membres, et une autre de 3,5 milliards pour la recherche et le développement conjoint de technologies et d'équipements. Vous savez, les petits robots qui vont aller sur les champs de bataille et puis l'intelligence artificielle et tout ça. Alors, le but, c'est surtout de faire des économies en équipant les armées nationales des mêmes armes. Jean-Claude Juncker cite à ce sujet l'exemple américain en disant que l'Union européenne compte actuellement 178 systèmes d'armement contre 30 seulement aux États-Unis. Donc l'idée, c'est un peu d'avoir une harmonisation des armes de destruction massive en Europe. Bon.
Au final, les États membres récupèrent quand même 94% des dépenses européennes. Le reste, les 6%, eh bien, il est consacré aux dépenses de fonctionnement des institutions européennes, dont les frais de traduction et d'interprétation dans toutes les langues officielles de l'Union. Il y en a quand même 21. La France, pour parler de notre cher et bon pays, est le premier bénéficiaire des dépenses européennes, avec 14,5 milliards d'euros par exemple en 2015. Et notamment celles relatives à la politique agricole commune, qui sont vraiment importantes dans le retour sur investissement qu'on donne à l'Union européenne. On comprend l'attachement à cette politique historique de l'Union européenne pour notre pays. L'autre grande nouveauté de ce budget, c'est que la Commission européenne a proposé de restreindre l'accès aux fonds en cas de violation de l'état de droit. C'est une proposition qui vise directement la Pologne et la Hongrie. Et malgré les explications de Jean-Claude Juncker, on voit très bien que les deux pays concernés ont très vite réagi. Le vice-ministre polonais pour les affaires européennes, Konrad Szymański, a contre-attaqué en déclarant « Nous n'accepterons pas de mécanismes arbitraires qui feront de la gestion des fonds un instrument de pression politique à la demande ». Un bémol sur les objectifs écologiques et le développement durable, car le nouveau budget prévoit encore plusieurs milliards d'investissements dans les énergies fossiles et peu d'incitations aux énergies renouvelables. Mais de nombreux débats sont à prévoir avant l'adoption de ce budget, et ce sera sans doute pas avant les élections de 2019, contrairement aux vœux pieux de Jean-Claude Juncker.